Bonjour Stéphane. Bonjour Luc. Bonjour Alors, à toutes et tous. on a indirectement parlé de toi hier parce que était à cette tribune Thierry Baudet, le président du CESE, qui était en 2018 le fondateur du groupe Vive, le rassemblement de plusieurs mutuelles que tu présides désormais. Tu as succédé à Thierry Baudet dans cette fonction. Nous avons parlé également indirectement de toi parce que Édouard Philippe a évoqué dans les pistes de réflexion de demain bien la question du financement public, mais aussi éventuellement d'une participation assurantielle. Et puis Vive, c'est aussi ça a été évoqué hier aussi à cette tribune, plus de 130 EHPAD. Et donc c'est à la fois une mutuelle et un opérateur. Voilà, donc peut-être en deux mots d'abord, Vive, oui, peut-être une petite photographie de ses activités. C'est un groupe qui est un groupe singulier parce qu'en fait, il a une activité qui est une activité assurantielle avec des mutuelles que vous connaissez pour un certain nombre d'entre vous, Harmonie Mutuelle, MGEN, la Mutuelle Nationale des Territoriaux. Ce sont près de 11 millions de Français qui sont protégés par notre groupe, c'est-à-dire en remboursant des soins que la sécurité sociale ne rembourse pas. Mais comme tu l'as souligné, la singularité de notre groupe, c'est d'être un opérateur qui aborde les enjeux de santé d'une manière extrêmement globale, c'est-à-dire pas simplement à travers une approche financière, mais bien à travers une approche d'un acteur de santé qui aborde la dimension de la santé d'une manière beaucoup plus large en agissant sur des déterminants, en faisant en sorte que l'accès aux soins soit en effet renforcé aux côtés des acteurs publics, des acteurs privés lucratifs, à travers une présence sur de 2800 établissements qui, de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, sont pris en charge dans les différents territoires par nos collaborateurs et nos équipes. Je vous donne un chiffre, sur les 45 000 collaborateurs du groupe, 35 000 sont positionnés sur nos métiers de l'offre de soins et d'accompagnement. C'est donc un élément de singularité du groupe qui est extrêmement important. Et puis, je suis très fier également qu'on soit le 4e opérateur de logement social. On oublie que le logement, c'est un déterminant de santé majeur. Une personne qui vit dans la rue, son espérance de vie est de 47 ans. Et donc, notre rôle, c'est de faire en sorte que chacune et chacun puisse avoir un toit qui soit accessible. Et on a créé un label logement santé qui permet de faire de la construction des logements jusqu'au service apporté aux habitants, de faire en sorte que la santé soit le fil rouge à travers ce label. Voilà, donc c'est un groupe qui est un groupe jeune, tu l'as mentionné, mais avec des assises qui sont des assises extrêmement profondément ancré dans l'économie sociale et solidaire et surtout dans la manière de pouvoir contribuer dans notre pays à ce que le droit à la santé soit une réalité, soit véritablement effectif. Ouais. Alors Vive, donc on l'a dit, c'est des réalisations des EHPAD notamment, des résidences d'autonomie, mais c'est évidemment plus que ça. Et donc c'est à ce titre-là qu'on voulait discuter avec toi ce matin, parce que c'est aussi une mutuelle qui a, il y a maintenant quelques années, proposé un scénario d'assurance dépendance. Alors peut-être avant de rentrer dans le détail, c'est quoi le principe même quand on est une mutuelle de proposer une assurance dépendance, sachant que vous êtes déjà très impliqué évidemment dans le monde de la santé, dans la couverture santé? Vous imaginez, quand on protège près de 11 millions de Français, c'est une mini-France qu'on protège. Et donc nos adhérents, ils sont confrontés à ce que vivent vos résidents, vos patients, les personnes que vous accompagnez, c'est-à-dire que tous les risques de la vie, on les rencontre dans la communauté de nos adhérents. Et donc, ils nous interpellent, nos adhérents, en nous disant, mais je ne sais pas où mon père, ma mère, mes grands-parents, je peux les orienter vers un établissement qui soit un établissement de qualité, mais plus encore, on est interpellé sur le sujet de « ça coûte cher tout ça ». Il y a des restes à charge qui sont importants. Moi, je n'oublie pas que un résident sur 10 aujourd'hui dans nos EHPAD ont un reste à charge qui est supérieur aux revenus qui aujourd'hui sont délivrés dans le cadre des ressources qui sont perçues par nos résidents. Je n'oublie pas non plus que pour les personnes qui bénéficient de l'APA, vous êtes, je le fais tête, sur plus de 500 € de reste à charge qui pèsent sur le budget des familles. Donc on est interpellé. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire en sorte que la question de l'assurance dépendance soit un vrai sujet de priorité pour nous. Et puis je reviendrai également sur les raisons qui nous amènent à ce que, comme vous en avez débattu avec l'ancien Premier ministre, que ce soit un sujet davantage remis à l'ordre du jour. D'abord, je veux insister sur le fait que c'est pas de la poudre de perlimpinpin. On parle d'un sujet qui existe aujourd'hui dans le paysage assurantiel et qui est une vraie protection pour les personnes, mais qui est en fait assez peu utilisé. Vous avez
1 Français sur 10 aujourd'hui qui a une assurance dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face aux difficultés de solvabilisation, à la question des restes à charge qui peuvent peser, en quoi cette protection peut être utile pour accompagner une meilleure couverture du risque de dépendance. Concrètement, ça se matérialise comment, cette affaire? Vous cotisez pour permettre, lorsque vous avez le risque de dépendance qui se déclenche, d'avoir la perception d'un revenu de compensation, de ce que l'on appelle une rente, qui vous est versée et qui permet également d'être accompagné d'un certain nombre de services. Alors qui peuvent aller pour les contrats, en tout cas que nous on propose, d'un capital qui est versé lorsque vous êtes sur des niveaux de dépendance qui sont légers ou modérés et qui permet de pouvoir aménager le logement, c'est-à-dire de ne pas tout de suite être sur une compensation strictement financière, mais de pouvoir prendre part à la prise en charge de l'aménagement des éléments qui permettent que la vie elle soit davantage confortable et adaptée au regard du niveau de dépendance. Donc on est sur un contrat et une protection qui permet de compenser les enjeux et les risques de solvabilisation, mais qui permet également d'accompagner les besoins en matière d'aménagement et de maintien à domicile. Alors, ensuite, il faut parler de sous. Comme tout, et c'est en ça où je veux réhabiliter le sujet de l'assurance, non pas du marché de l'assurance, mais du mécanisme d'assurance. Le mécanisme d'assurance, d'abord, c'est ce qui nourrit la sécurité sociale et l'assurance maladie. Donc il ne faut pas simplifier en disant « mais ça, c'est l'affaire du privé ». Non, c'est d'avant tout un mécanisme qui passe par une logique de mutualisation. Face à un risque, comment je fais en sorte que la mutualisation de ce risque se fait sur une population large qui permet de déclencher une prise en charge, une compensation financière, bref, un accompagnement. Donc j'ai vraiment envie, notamment pour les acteurs publics, et je salue M. Richefou qui est présent, qui je sais sur ces sujets est extrêmement attentif, mais réhabilitons dans notre pays le mécanisme d'assurance. Il ne faut pas avoir peur de ça. Bien sûr, on y reviendra, il y a des réponses publiques qui sont attendues. La solidarité nationale doit jouer pleinement son rôle. Mais n'écartons pas les principes et les actions qui reposent sur l'assurance et qui permettent de pouvoir prendre en charge ce risque. Alors concrètement, si on est dans une mutualisation de ce risque, il faut que ce soit une couverture qui soit la plus large possible de mutualisation. Dit autrement, je plaide pour qu'on mette en place une assurance dépendance obligatoire qui permette, dès les premières années d'une activité professionnelle, de pouvoir cotiser. On a fait des projections, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire des premières mesures d'impact. Si on demande à un jeune actif qui, en effet, n'a rien, enfin son sujet premier, ce n'est pas la dépendance. Mais si on demande à un jeune actif de commencer à cotiser dès 25 ans, on est sur 6 € de cotisation qui permet à la personne de pouvoir toucher entre 300 et 400 € de rente viagère pour prendre en charge ce risque. On peut imaginer, c'est là où le travail de dialogue avec les organisations, avec les acteurs publics notamment, est important. On peut imaginer un curseur différent. C'est-à-dire imaginer que cette cotisation, elle se fasse un peu plus tard, mais avec un montant de cotisation qui est un peu plus important. Et donc, on peut imaginer que pour les âges qui nous concernent, Luc, 50 ans, on soit amené à avoir une cotisation qui tourne autour d'une vingtaine d'euros et qui amènera à avoir une rente viagère de 500 ou 600 €. Je rappelle, je reste toujours focalisé sur la réalité des restes à charge qui existent aujourd'hui dans notre pays. Une personne qui dispose de l'APA a un reste à charge qui est de l'ordre de 500 €. Comment on apporte une réponse? Et là, il y a un débat de société. Soit c'est une réponse publique, et donc on joue sur des cotisations, on joue sur l'intégration de ce risque d'une manière beaucoup plus forte, ou on a un débat autour d'une réponse assurantielle qui, à mon sens, peut garantir à ce que ce risque soit mieux pris en compte. Mais justement, ça ne choque personne que tout salarié ait une assurance santé, une mutuelle. Et au contraire, la puissance publique a contraint chacun des salariés, chacune des entreprises à ce que cette couverture complémentaire soit généralisée. Personne
ne conteste qu'au-delà de la retraite, il y a une retraite complémentaire, Agirc-Arrco. Bon. Mais par contre, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le débat d'une assurance privée, qu'elle soit mutualisée ou pas, supplémentaire à l'assurance maladie, à l'APA, ça reste une question taboue. En réalité, seul, et c'est pour ça que je disais que ça aurait pu être d'actualité, puisque Catherine Vautrin avait envie de lancer le sujet, notamment en saisissant le Conseil économique et social. Bon, pour l'instant, vous avez compris que son mandat s'arrêtait là, sauf surprise dans les prochains jours. Mais voilà, on va. Mais quoi, toi, là où tu es, deux questions. Un, est-ce que tu considères encore que cette question est un peu tabou, peut-être parce que mal comprise, et que ce qui est logique pour l'assurance maladie, ce qui est logique pour la couverture même de sa voiture ou de son logement, apparaît comme effrayant quand on parle de la perte d'autonomie. Et puis la deuxième chose, comment s'articule effectivement? Faut-il à un moment donné un vrai pacte avec l'État en disant l'État, au sens large, y compris les départements puisqu'ils sont ici présents, voilà le niveau de financement et nous, on prend le reste. Voilà. Comment juges-tu ce niveau à la fois d'acceptabilité de l'opinion, ou peut-être de meilleure pédagogie de l'opinion, et en même temps, quel est le pacte qui pourrait être le partage de parts de marché, je vais dire, qu'il pourrait y avoir avec le financeur public? En fait, il y a plusieurs aspects dans la question que tu poses, et je vais l'aborder en 3 points. D'abord, si on a souhaité partager avec vous ce sujet, c'est parce que, je pense, ça peut nous amener à sortir du déni de notre société sur la question de la dépendance. Je parle de déni parce que, moi, ma conviction, c'est que notre société, elle est imprévoyante. On le sait, ce sujet, il est connu. Les projections sur les décennies à venir sont calculées, sont chiffrées. Nous avons une révolution de la longévité, une démographie qui nous amènera à ce que le risque de dépendance soit encore plus prégnant qu'il ne l'est aujourd'hui. Pardon, j'ouvre une porte ouverte, mais qu'avons-nous fait pour faire en sorte que ce risque et cette tendance soient davantage pris en considération dans le cadre de la transformation et des évolutions de notre société? Notre société est imprévoyante. Le problème, c'est qu'en disant ça, on peut se dire, au fond, c'est un sujet philosophique. Mais ça a des impacts qui sont des impacts non neutres pour les personnes qui sont concernées. On a mis en place un observatoire de l'imprévoyance au sein du groupe qui estime que les sujets d'imprévoyance dans notre pays, ça pèse 15 milliards d'euros. Sur le sujet de la perte d'autonomie, on est sur 3,6 milliards d'euros qui ne sont pas compensés. Dit autrement, si on avait mis en place les protections, notamment les protections assurantielles, qui permettraient face à certains risques de pouvoir davantage être notamment solvabilisés ou accompagnés, nous aurions des revenus supplémentaires pour le pouvoir d'achat des Français qui seraient redistribués. Pour la perte d'autonomie, on a estimé que 3,1 milliards de prestations n'étaient pas perçues. C'est-à-dire que des couvertures, notamment assurantielles, permettaient de pouvoir réinjecter 3,1 milliards de pouvoir d'achat. Mais plus encore, sur la perte d'autonomie, 610 millions d'euros de perte de salaire pour les personnes qui accompagnent les personnes dépendantes ne sont pas aujourd'hui compensés par des protections assurantielles. Enfin, pardon, mais j'ai le sentiment, face aux difficultés que rencontrent un certain nombre de familles, que le fait de ne pas anticiper, de ne pas prendre en charge cette imprévoyance, pour moi, est un acte d'irresponsabilité. La deuxième question que tu poses, c'est est-ce que le débat que nous avons parfois en simplification, est-ce que les réponses doivent être tout public ou tout privé? Vous savez, c'est des affaires de balancier. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on a un sujet qui nous est posé collectivement. Les finances publiques vont se raréfier dans les années qui viennent, ou en tout cas vont obliger les responsables publics à faire des choix d'une manière beaucoup plus importante. On est dans une période, et c'est pourquoi l'enjeu de la société de la prévoyance n'est pas neutre, où il n'y a jamais eu besoin de pouvoir investir sur les enjeux de santé, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux du logement et sur les enjeux de la dépendance, alors même que les finances publiques ne nous permettront pas de pouvoir appréhender l'ensemble de ces enjeux. Je ne suis pas donc dans une approche binaire de dire il y a besoin d'avoir une approche qui soit strictement publique
ou à l'inverse, d'être dans une logique de privatisation et donc dans une logique de marché. Je suis mutualiste, je sais d'où je viens, mais par contre, je considère qu'il y a besoin de refonder l'idée d'un contrat autour d'une approche où le socle de solidarité nationale doit être clairement affiché, mais également en utilisant les leviers qui sont les leviers assurantiels. Et je crois beaucoup dans l'idée de refonder ce contrat parce que quand on échange, quand on travaille sur des sujets, notamment de l'accès aux soins, de l'accès à la prévention avec les collectivités territoriales, c'est quelque chose qui apparaît naturel, normal, cette approche d'une approche publique et d'une approche des acteurs privés. Et je constate que dès lors qu'on commence à aborder ce sujet au niveau national, on rentre dans des approches binaires, on va en crever. Et notamment dans la période où, je crois, nos EHPAD ont besoin d'être davantage accompagnés. Alors, le gouvernement, parce que les pouvoirs publics n'ont pas beaucoup avancé sur cette question, mais Catherine Vautrin avait tenté de commencer à y réfléchir. On attend quelques semaines, on a un nouveau gouvernement, le nouveau ministre, voire même le Premier ministre, il n'y a pas de raison, reçoit Stéphane Junique. Quels sont les 2-3, au fond, leviers dont tu as besoin pour déployer un tel système? Parce que la vérité, c'est que le seul marché n'y a pas suffi, puisque, après tout, aujourd'hui, tout le monde peut s'assurer pour la dépendance, et personne ne le fait, en tout cas l'immense majorité. Donc ce système ne peut marcher que s'il est obligatoire et s'il est mutualisé. Ça veut dire l'intervention du législateur. Et donc, comment penses-tu que tu peux arriver à convaincre l'État et le corps social de manière générale, peut-être les partenaires sociaux d'ailleurs, qui sont membres évidemment des organismes que tu présides, sur une telle perspective? Parce que c'est la réalité qu'on vit au quotidien. Un élu local est interpellé d'une manière régulière par ses administrés sur comment je fais en sorte d'être accompagné pour mes parents ou mes grands-parents. Parce que quand on est un haut fonctionnaire ou à la tête d'une agence ou d'une administration publique, on ne peut pas faire en sorte d'écarter ce qui est aujourd'hui connu à travers les différents rapports qui ont pu être publiés et dont un certain nombre que tu as toi-même contribué à rendre public pour faire prendre conscience des choses. On a aujourd'hui tous les éléments. Vous savez, ça me rappelle la crise Covid. Avant la crise et l'épidémie, on avait tous les éléments. On le savait, le risque d'une épidémie mondiale, d'une épidémie massive, était connu, avait été documenté par des autorités nationales comme par d'ailleurs des autorités internationales. Et on a fait comme s'il n'y avait pas de risque. Nous avons conscience aujourd'hui qu'il y a besoin d'avancer. Donc la première chose, c'est, pour moi, c'est un sujet qui peut aujourd'hui amener à ce que dans le contexte politique que l'on connaît, d'avoir un sujet qui soit un sujet commun au regard de la diversité politique, notamment qui est représentée au sein de l'Assemblée nationale. Mais surtout parce qu'il y a un vrai besoin dans notre société. Mais ensuite, je leur dirais une deuxième chose. Je n'ai pas envie de me faire plaisir devant vous parce que ce serait une facilité, mais quand même, moi j'ai besoin que des responsables publics, quand ils portent une parole publique, tiennent leur engagement. Et je leur dirais, au printemps, on a été, je crois, quelques-uns, à considérer et à estimer que la promesse des 650 millions d'euros supplémentaires pour venir contribuer à alléger les difficultés que nos établissements connaissent était une parole qui était une parole juste et extrêmement utile. Je ne sais pas vous, mais les établissements du groupe Vive n'ont touché aucun euro supplémentaire au regard de cette promesse publique. Je crois encore dans la parole de l'État. D'abord parce que je considère que les sujets de santé, de protection sociale sont indispensables à travers une vue et d'une certaine manière une responsabilité de la part de l'État. On ne peut pas imaginer la santé de la nation sans qu'il y ait un choix qui soit fait par l'État. Mais quand une parole est donnée, elle doit être honorée. Parce que ça crée ensuite de la défiance. Ça fait peser la charge, bien sûr, sur les gestionnaires et les acteurs, les professionnels des EHPAD, mais plus encore, ça déplace la charge sur les familles. Moi, je ne sais pas raconter l'histoire, je ne sais pas vous, mais les 650 millions d'euros, ils ont été promis, ils doivent être dus, même s'il y a des contextes budgétaires qui sont difficiles. Pour une raison simple, c'est que si on n'a pas la traduction concrète de ce qui a été promis,
Le risque, c'est que les acteurs s'inscrivent dans une logique de défiance à l'égard de la parole publique et de la parole de l'État. Et je pense que dans la période, nous n'avons pas besoin de ça. C'est la deuxième chose que je dirais. Je dis d'autant plus que j'entends ici, et l'une des fédérations qui est partenaire de vos assises, la FEAP, a mentionné dans un communiqué de presse, je crois la semaine dernière, le fait qu'il pourrait être utilisé une partie des réserves de l'ONDAM médico-social pour financer les soins de ville. Sincèrement, je ne comprendrais pas qu'on fasse ça. Le troisième élément que je dirais, c'est je n'attends pas tout de l'État, j'attends des engagements qu'il prend et que la parole soit honorée, mais je n'attends pas tout de l'État. Et par conséquent, qu'on soit dans une stratégie d'alliance des acteurs, notamment des acteurs non lucratifs, publics et lucratifs, pour permettre de mettre sur la table des engagements que nous on prend, je pense que c'est important à l'État de pouvoir lui apporter cette garantie. Et à travers l'approche assurantielle, je suis prêt à discuter avec les acteurs publics, mais également avec les partenaires sociaux, avec les professionnels, pour dire ça pourrait être quoi les éléments de garantie qui assurent que cette assurance dépendance permette de pouvoir s'inscrire dans une logique de solidarité. Voilà les 3 messages que j'aurais envie de faire passer. Eh bien, écoute, merci beaucoup Stéphane. C'était important qu'on fasse une incise dans ces débats autour d'un sujet qui est encore méconnu des directeurs, parce qu'une fois de plus, pendant très longtemps, ça a été une question un peu taboue, au fond, dans les politiques publiques, mais qu'un acteur mutualiste, qu'un acteur à but non lucratif de l'économie sociale et solidaire, qu'un acteur qui, par ailleurs, gère plus d'une centaine d'établissements pour personnes âgées, mais bien plus encore dans le domaine sanitaire, vienne présenter son scénario, c'était essentiel pour que la réflexion infuse parmi les professionnels présents. Merci beaucoup d'avoir répondu, pour la première fois, mais pas la dernière, à l'invitation des assises. Un grand merci à toutes et tous.